En 1899, le FC Barcelone est créé par un groupe d'étrangers vivant à Barcelone et connaît rapidement un essor en Espagne, gagnant très vite le championnat de Catalogne, la Copa Macaya dès la deuxième saison de son existence. Les Blaugrana sont ensuite demi-finalistes de la Coupe du Roi, en battant notamment le Madrid FC, qui deviendra plus tard le Real Madrid. Hans Gamper, ou Johan Gamper, l'un des fondateurs, reprend la présidence après d'importantes difficultés financières. Il inaugure le premier stade du club, celui de la rue Industria, et met de l'ordre en structurant le club. À l'époque, le club concentre déjà les séparatistes catalans par opposition à l'Espagnol Barcelone qui devient de facto son rival. Dès 1921, le club inaugure une nouvelle enceinte dont la capacité maximale atteint les 60 000 places, le Stade des Corts. Le premier championnat d'Espagne de l'histoire est remporté par les Blaugrana en 1929, mais après ça, le club est marqué par d'importantes difficultés financières dues à la guerre civile. Ensuite, le club renoue avec les bons résultats. Il remporte même la Coupe latine, l'un des ancêtres de la Ligue des Champions, pour sa première édition. Peu après, le Barça a failli signer Alfredo Di Stefano, mais il y a eu des difficultés pour trouver un accord avec le joueur, et le Real Madrid en profite pour faire de lui l'un des plus grands attaquants du XXe siècle. Mais un autre joueur, l'Espagnol Luis Suarez, mène le club vers d'excellentes performances. Sous l'égide notamment d'un entraîneur aujourd'hui légendaire, le franco-argentin Helenio Herrera. C'est à ce moment que le club inaugure le Camp Nou, une enceinte grandiose de plus de 93 000 places, qui voit son hôte briller en remportant 2 éditions de la Coupe des Villes de Foire, ancêtre de la Coupe UEFA et de la Ligue Europa, en plus de détrôner le Real sur la scène nationale. Mais ils sont défaits en 1961 en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions par le Benfica Lisbonne, malgré leur statut de favori. Vous avez certainement déjà vu ou entendu la devise du club, Més que un club. Et bien cette phrase, c'est Narcís de Carreras, président du club en 1968, qui la prononça. Le Barça est plus qu'un club, et très vite repris par les amoureux de l'équipe, qui y voient plus qu'un simple slogan, un signe de ralliement envers l'identité catalane du club. Un autre signe important de cette identité, c'est le logo, qui a d'abord adopté une forme proche du blason de la ville, avec la célèbre chauve-souris qu'on peut encore retrouver sur le logo de Valencia ou de Levante à Valence. Par la suite, l'écusson a adopté des formes très proches de celui actuel, créé par Carles Comamala, un socios et ancien joueur du club. Et oui, le FC Barcelone est un club de socios, de saucisses en catalan, tout comme le Real. Ça signifie qu'en échange d'une participation financière, une personne peut participer à l'administration du club et élire le président notamment. Du côté des maillots, les bandes Blaugrana ne seront ornées de sponsors qu'à partir des années 2000-2010. Le club étant la seule représentation sur le maillot bleu et grenat et au sein d'un Camp Nou dont la capacité maximale atteindra les 120 000 places dans les années 80 avant d'être amené à 99 000 au fil du temps avec la transformation des places debout en places assises. En 1971, le néerlandais Rinus Michels devient le nouveau coach du Barça. Il est notamment connu pour être à l'origine du football total, un style de jeu qui deviendra par la suite une marque de fabrique du FC Barcelone et inspirera de nombreux entraîneurs qui lui succéderont. Mais le football total, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un principe de jeu où tous les joueurs participent à toutes les phases de jeu, de la défensive à l'offensive, avec du dépassement de fonction, en veux-tu, en voilà. À l'Ajax, Michels a mis en place ce système qui a permis de réaliser le triplé en Coupe d'Europe des clubs champions, la première sous les ordres du tacticien. 2 ans plus tard, son ancien joueur Johan Cruyff débarque en Catalogne pour environ 60 millions de pesetas, un record pour l'époque. Grâce à ça, le Barça remporte le championnat dès son arrivée, et son extraordinaire néerlandais prend 2 ballons d'or. Et bien que les saisons suivantes soient limitées en termes de titres, Cruyff devient une figure, une légende absolue au Barça. En 1978, Josep Luis Núñez devient président et le club gagne la Coupe des Coupes avec l'ouverture, quelques mois plus tard, de la Masia, le mythique centre de formation Blaugrana. En 81, le Camp Nou voit l'arrivée d'un nouveau diamant dans son effectif. L'Argentin Diego Maradona rejoint le club. Mais après de nombreuses polémiques, le futur auteur de la main de Dieu se dirige vers le Napoli en 84. Les résultats sont désormais médiocres
Et malgré un championnat remporté en 84-85, les Barcelonais sont humiliés à domicile par le FC Metz au premier tour de la Coupe des Coupes la même année. Après avoir gagné 4-2 en Lorraine, face à un club de Metz très petit à l'époque, qui n'est pas beaucoup plus gros aujourd'hui par rapport au Barça par exemple, et qui d'ailleurs n'avait que pour seul exploit d'avoir remporté la Coupe de France, les Blaugrana vont s'effondrer au retour 4-1 après un triplé de Toni Kurbos. Les Catalans ont pris ce match bien trop à la légère, à l'image des gradins vides du Camp Nou, et ce, malgré un effectif pléthorique. Et malgré une finale de Coupe d'Europe des clubs champions perdue en 86, il est temps de laisser place à une légende du club sur le banc d'entraîneur. À l'été 1988, Johan Cruyff revient en tant qu'entraîneur et bouleverse l'effectif suite à une grève de celui-ci en opposition au club et à son président. Il faut donc tout changer. Pep Guardiola, José-Marie Baquero, Ronald Koeman, Michael Laudrup ou Risto Stoichkov incarnent finalement ce nouveau départ et en quelques années, le jeu se transforme. À ce moment-là, le Barça est déjà victorieux de 10 championnats d'Espagne, 21 Coupes du Roi, une Super Coupe d'Espagne, 2 Coupes des Coupes et 3 Coupes des Villes de Foire. Un palmarès prestigieux mais qui va grandement s'agrandir par la suite. Avec Andoni Zubizarreta dans les cages, le Barça est relancé et remporte la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe lors de la saison 88-89 après un succès 2-0 face à la Sampdoria de Gênes. Mais c'est à partir de 1990 que les résultats vont réellement se faire sentir, avec un titre de champion d'Espagne qui les fuyait depuis 6 ans, avant une épopée lors de la dernière édition de la Coupe d'Europe des clubs champions. En fin de saison, Barcelone accueillera les JO. Mais en attendant, place au football. En 91-92, les possibilités sont grandes, alors que le Grand Milan, l'un des meilleurs clubs du monde, a été banni par l'UEFA cette saison, et que l'OM, l'autre très grand club du moment, a été éliminé en 8e de finale. Après avoir sorti le champion d'Allemagne de l'Est et celui d'Allemagne de l'Ouest, les Catalans accèdent à la phase de poule aux côtés du Sparta Prague, tombeur de Marseille, du Benfica Lisbonne et du Dynamo Kiev, de très grands clubs de l'époque. Et grâce à un Camp Nou imprenable, le Barça se hisse en finale pour la deuxième fois de son histoire. Dans un Wembley qui n'a pas fait le plein, la rencontre est fermée. Le chrono tourne et fin du temps réglementaire, prolongation. Et soudain, tiens, un coup franc. Je pense que c'est Viali. On va revoir cette action entre Invernizzi qui est déjà à la main. Il y a deux mètres à la main. Les joueurs ont le temps de sortir du mur. Koeman est un petit peu loin du ballon. Vous voyez, il n'est pas sur votre écran. Enfin, il est juste derrière. Koeman. Oh, quel frappe et but! But de Ronald Koeman! But pour Barcelone! Les joueurs, regardez Johan Cruyff! Les joueurs qui vont se diriger vers les supporters. Une frappe formidable qui est passée à travers le mur de la Sampdoria de Gênes. Et oui, bien souvent dans ce genre de match, ce sont les coups de pied arrêtés qui font la différence. Ronald Koeman, regardez bien ce ralenti. Il y a une erreur à mon avis au niveau du mur. Et oui, ils sont tous jaillis. Et Pagliuca ne pouvait pas grand chose. Regardez, évidemment, ils sont tous sortis du mur. Et du coup, il y avait un espace laissé par ces trois joueurs. Mais comment expliquer ce premier succès du Barça? Johan Cruyff a basé son style de jeu sur celui prôné par son mentor, Michels, avec un jeu de passe et de possession, et surtout un pressing constant à la perte de balle. Et le symbole du football total, c'est Ronald Koeman, défenseur central, qui marquera 88 buts avec le Barça, dont le but victorieux en 92, sur l'une de ses spécialités, les coups francs. La Dream Team de Cruyff remporte 4 Ligas de suite, les 3 dernières alors qu'ils étaient deuxièmes avant la dernière journée, mais le rêve d'un football offensif et spectaculaire est balayé en 94 en finale contre le Milan de Capello, 4-0. C'était, avec 4 de ses homologues européens, la plus large défaite en finale de l'histoire de la compétition, jusqu'à ce que le PSG ne passe ce record à 5 cette année. Le football total laisse la place à des formes plus modernes, comme celles pratiquées au Milan par Sacchi et Capello, et en 96, Johan Cruyff, devenu l'entraîneur le plus titré de l'histoire des Blaugrana, quitte le club. À la fin des années 90, le Barça est en déclin. Malgré le passage de Bobby Robson en 96-97, son style défensif aux antipodes du football total le fera partir au bout d'une année, après, il faut le dire, une Coupe du Roi et une Coupe des Coupes gagnées contre le PSG, tenant du titre, dans une édition disputée, et avec, dans les rangs catalans, R9, mais transféré dès la fin de la saison. Son successeur, Luis van Gaal, parviendra à reprendre les succès nationaux,
Le départ de Ronaldo, Ballon d'Or en fin d'année, ne sera pas préjudiciable car de nouveaux génies forment un collectif redoutable avec l'association Rivaldo et Luis Figo. L'entraîneur néerlandais, par ailleurs vainqueur de la Ligue des Champions avec l'Ajax en 95, fera venir, en 98, son attaquant, Patrick Kluivert, pour renforcer le collectif. Mais sur la scène continentale, le Barça doit faire face au retour du Real, qui prend la Ligue des Champions en 98 et en 2000, et ce malgré les œuvres de ses deux ballons d'or. Figo et Rivaldo sont exceptionnels, mais le premier sera transféré chez l'ennemi juré pour un montant que le Barça ne pourra pas refuser, 61 millions d'euros, record absolu. La censure de Núñez fait finalement venir une période d'instabilité jusqu'en 2003, et ce malgré l'arrivée de nouveaux joueurs en provenance de la Masia, comme Xavi, Carles Puyol, Victor Valdés et Andrés Iniesta, remplaçant les départs de Rivaldo et Guardiola notamment, et celui de Luis Enrique en 2004. Joan Laporta prend le poste de président et fait venir un triple vainqueur de la Ligue des Champions sur le banc, Frank Rijkaard, qui poursuit la tradition des Néerlandais sur le banc catalan pour remplacer Van Gaal qui était revenu pendant un an. Après une saison catastrophique en 2002-2003 où les Catalans ne terminent que 6e, il est temps de prendre un nouveau départ. Le début de saison 2003-2004 est assez dur, avec des contre-performances, 6 défaites et 6 matchs nuls pour seulement 7 victoires lors de la première partie de saison. C'est une grosse anomalie pour le club, qui pointe à la 7e place en hiver. Et ce, malgré les exploits du jeune Ronaldinho, arrivé du PSG, qui éclabousse déjà la Liga de son talent et termine 3e au Ballon d'Or dès sa première saison sous les ordres du club. Mais le déclic intervient à partir du mois de janvier. Après ça, les Blaugrana enchaînent 9 victoires consécutives pour finalement terminer 2e de Liga à 5 points du champion valencien. La fin encourageante permet l'arrivée de nouveaux joueurs comme Ludovic Giuli, Deco, Larsson ou Eto'o, avec Lionel Messi qui débute en équipe A et qui va déjà faire des étincelles. Les Catalans reprennent leur titre en Liga et Rony est sacré Ballon d'Or en fin d'année, après une saison encore une fois exceptionnelle. Et ce but en Ligue des Champions, malgré l'élimination en 8e de la compétition. Et surtout, la standing ovation offerte par l'Estadio Bernabéu. En 2006, le Barça conserve son titre, mais il est temps de se relancer dans la conquête de la Ligue des Champions. Avec 5 victoires et un nul, le groupe est écrasé, et les Barcelonais retrouveront Chelsea en 8e de finale, comme l'année passée. À Stamford Bridge, le match est exceptionnel, et ce malgré l'expulsion d'Asier de Lorno et le but contre son camp de Thiago Motta. Finalement, le Barça parvient à battre les Blues, puis Benfica en quart. En demi-finale, on aura le droit à un duel légendaire avec le Milan de Carlo Ancelotti. Et grâce à un excellent travail de Ronaldinho, Ludovic Giuli offre la victoire aux siens à San Siro. Le retour au Camp Nou sera tendu et Andriy Shevchenko pense envoyer le duel en prolongation. Mais l'arbitre siffle une faute imaginaire. Barcelone est donc au rendez-vous de la finale, au Stade de France. Face aux hommes de Rijkaard se dresse un outsider auteur d'une saison compliquée en Angleterre, Arsenal. Sur le papier, il n'y a pas photo, mais voyons voir un peu le match. Et coup dur pour les Gunners à la 18e minute, leur gardien, Jens Lehmann, commet cette faute indiscutable sur Samuel Eto'o et écope d'un carton rouge. L'arbitre, M. Hauge, aurait certainement dû laisser l'action se dérouler, puisqu'au final, le Barça voit le but qui suit refusé. Pourtant, Sol Campbell ouvre le score contre le cours du jeu, et Arsenal croit tenir sa première Ligue des Champions. Mais en 5 minutes, le FC Barcelone inscrit son nom sur la Ligue des Champions pour la 2e fois de son histoire, et Rijkaard, lui, prend la 4e de sa carrière, au sein d'un collectif tout simplement sensationnel qui écrase l'Europe. Pourtant, en 2006-2007 et 2007-2008, c'est une fin de cycle. Leur rival madrilène revient et reprend la Liga, alors que les Blaugrana sont éliminés 2 fois de suite en Ligue des Champions sans gloire, et ce, malgré un effectif pléthorique. Un Messi qui arrive à son prime et les 4 fantastiques en attaque, qui ne seront alignés que quelques fois dans la saison ensemble. Avec le déclin de Ronaldinho, les blessures d'Eto'o et le manque d'efficacité d'Henry qui peine à s'adapter au Camp Nou. Frank Rijkaard est remercié, Deco et Rony s'en vont, et il est temps d'orienter le projet autour d'un nouveau nom. Un ancien joueur du club originaire de Catalogne, membre de la Dream Team de Cruyff, l'entraîneur de la réserve barcelonaise et qui n'a, pour autant, jamais entraîné de grandes équipes,
Pep Guardiola. Le nom semble sorti du chapeau de Joan Laporta et on s'attend à des débuts compliqués. Et pourtant, on n'est pas au bout de nos surprises. 31 août 2008, première défaite de la saison sur le terrain des Petits Poucets de Numancia et les critiques s'abattent déjà sur le club et ses joueurs. Et ça ne s'arrange pas lors de la deuxième journée avec un nul difficile arraché contre le Racing Santander. Mais progressivement, on sent que le projet de jeu de Guardiola est en train d'imprégner le groupe. Le technicien ibérique met en place un 4-3-3 avec une défense composée désormais du prometteur Dani Alves, en plus de Puyol, Piqué ou encore Abidal. Au milieu de terrain, une pointe basse. Ce sera d'abord l'incroyable Yaya Touré qui réalisera cette tâche avant qu'un non moins incroyable Sergio Busquets ne prenne le relais au fil des saisons pour former un triangle exceptionnel avec la paire de milieu de la Masia, Xavi et Iniesta, champion d'Europe 2008 et futur champion du monde 2010 et d'Europe en 2012, réalisant un triplé historique. Le premier, très fin lecteur du jeu, et le deuxième, un peu plus offensif et doté d'une qualité technique absolument dingue pour servir la nouvelle star du foot, Léo Messi, que Guardiola place au centre de son projet en position de faux neuf. Sur les côtés, les deux latéraux attaquants vont varier, toujours très écartés pour offrir le plus d'espace et donc de solutions dans l'axe du terrain pour faire rayonner Léo Messi. Pour cette saison 2008-2009, ça sera plutôt Thierry Henry et Samuel Eto'o, celui-ci étant moins dans un rôle écarté au vu de sa position naturelle. Combinaison et une pression perpétuelle sur les joueurs adverses qui offrent très peu d'occasions aux opposants. Et dès la troisième journée, c'est fou. Succès 1-6 à Rijon qui lance une série de 9 victoires et 21 matchs sans défaite. Le Barça reprend la Liga en étant largement sacré champion avec 87 points et remporte même la Coupe du Roi après un succès en finale 4-1 contre Bilbao. Le Real est également victime de ce raz-de-marée au Bernabéu malgré ses stars. Et il en est de même en Europe où le Barça écrase Lyon et le Bayern pour se retrouver en demi contre le finaliste en titre, les Blues de Chelsea. Après un match nul 0-0 au Camp Nou qui aurait certainement dû tourner en faveur des Catalans, un arbitrage litigieux mais qui va tourner au désastre au match retour. 6 mai 2009, Stamford Bridge. Chelsea est mis sur les bons rails dès la 9e minute par Michael Essien. 24e minute du match et déjà une première situation litigieuse. On voit clairement que l'arbitre de la rencontre, M. Ovrebo, s'est trompé et qu'il y aurait dû y avoir pénalty. En plus de ça, le Norvégien va complètement sortir de son match et ça ne va faire qu'empirer la situation. 2 minutes plus tard, toutes les décisions semblent en défaveur de Chelsea, sauf celle-ci. Pourtant, malgré de nouvelles situations, toujours pas de pénalty pour les Blues, et Iniesta va réussir sur le seul tir cadré des Catalans. And the Chelsea fans cover their eyes in horror. 2 minutes from time and it's heartbreak at Stamford Bridge. Chelsea est éliminé sur l'une des plus grandes injustices de l'histoire du foot, peut-être même de l'histoire du sport. Et même si c'est une vidéo sur le Barça, je pouvais pas faire abstraction de ce passage. Et lors de la finale de Rome, Messi marque de la tête entre les deux titans de la défense mancunienne, Ferdinand et Vidic, et le Barça s'impose 2-0 pour réaliser un sextuplé historique avec les Supercoupes d'Espagne et d'Europe, et en plus de la Coupe du Monde des clubs en fin d'année. Et l'année suivante, les Blaugrana continuent leur moisson sur la scène nationale en réalisant le doublé et en étant sacrés champions avec 99 points devant le Real qui effectuait pourtant une très bonne saison. En LDC, placé dans le groupe de l'Inter, le Barça termine premier puis élimine Arsenal en quart de finale avec 2 buts du nouvel attaquant échangé avec les Nerazzurri contre Samuel Eto'o en plus de 46 millions d'euros, Zlatan Ibrahimovic et surtout avec un quadruplé de Messi. Mais en demi-finale, une équipe va tout bouleverser. Les Interis de José Mourinho s'imposent 3-1 à Giuseppe Meazza malgré ce but hors jeu de Milito. Pour autant, et parce que je vois beaucoup de Blaugrana s'insurger sur ce but hors jeu, il faut reconnaître que beaucoup de hors-jeu qui ne l'en étaient pas en réalité ont été signalés sur les contres de l'Inter lors de cette demi-finale. Au retour, malgré le carton rouge reçu par Thiago Motta dès la demi-heure de jeu, la méga défense milanaise tient bon et ne perd qu'1-0 pour reprendre la Ligue des Champions au Barça. La joie de Mourinho coïncide surtout avec sa venue par la suite sur le banc de l'ennemi juré,
le Real Madrid, qui se crée une équipe ultra compétitive pour essayer de concurrencer les Blaugrana. Mais rien à faire, en novembre 2010, la volonté madrilène d'attaquer vole en éclats. Victoire 5-0 du Barça. D'après José Mourinho, c'est la pire défaite de sa carrière. Et au mois d'avril, malgré la défaite en finale de Coupe du Roi sur ce but de Ronaldo, le Barça humilie encore les merengues en Ligue des Champions pour accéder à la finale contre Manchester United. Une finale qu'il domine de la tête et des épaules en s'imposant 3-1 pour remporter la 4e Ligue des Champions de l'histoire du club. Plus que jamais, le Barça est au sommet du foot et probablement la meilleure équipe de tous les temps, que ce soit en termes de qualité individuelle et collective. Mais un chef-d'œuvre ne se réalise qu'une seule fois. Et la saison suivante, le Chelsea de Di Matteo est dans une tactique très défensive, les élimine en demi-finale alors que Guardiola annonce son départ et que Messi remporte son 4e ballon d'or d'affilée avec une année civile 2012 tout bonnement sensationnelle à 91 buts. Hop là, je vous surprends avec ma coiffure incroyable. Non, en fait, j'ai oublié de faire le CTA. Donc, faut que vous vous abonniez parce que sinon, je fais ça pour rien. Vraiment, abonnez-vous, s'il vous plaît. Tito Vilanova, l'adjoint de Guardiola, reprend sa place et reprend le titre de Liga que leur avait piqué le Real la saison précédente. Mais en Europe, les clubs allemands prennent la relève avec Dortmund qui élimine le Real en demi-finale et surtout, le Bayern qui inflige une humiliation historique aux Catalans, 7-0 sur l'ensemble des deux matchs. Mis à part Messi, le Barça semble galérer à se fixer un trio d'attaque permanent, avec beaucoup de rotation notamment sous Guardiola, mais en 2013, une première pierre à l'édifice va se poser en provenance du Brésil, Neymar, alors que Vilanova doit renoncer à son poste pour des raisons de santé. Il décédera malheureusement à la fin de la saison. C'est donc Tata Martino qui prend le poste, mais la maigre Supercoupe d'Espagne remportée en début de saison ne le font rester qu'une seule année. Puyol prend sa retraite et l'attaquant uruguayen mordant avec la Céleste et avec Liverpool signe chez les Blaugrana pour compléter ce trio d'attaque infernale, la MSN, Messi, Neymar et maintenant Luis Suarez. La complémentarité parfaite de cette bande de potes est boostée par l'arrivée d'un ancien de la maison sur le banc des entraîneurs, Luis Enrique, qui va poursuivre le style guardiolien avec Ivan Rakitic qui remplace un Xavi vieillissant au milieu de terrain, lequel prendra sa retraite à la fin de la saison. Mais la machine infernale se met rapidement en place avec un titre en Liga et en Coupe du Roi, avec seulement 4 défaites sur l'ensemble de la saison à l'échelle nationale. Et malgré une courte défaite 3-2 au Parc des Princes en phase de groupe, les Catalans terminent premiers de leur groupe puis éliminent Manchester City et les Parisiens pour accéder aux demi-finales contre le Bayern, entraîné par un certain Pep Guardiola. Des retrouvailles donc avec son ancien héros. Mais la puissance de la MSN humilie Jérôme Boateng au Camp Nou avant de s'incliner sur la plus petite des marges à l'Allianz Arena, tout en se qualifiant. En finale, la Juve de Pirlo, Pogba et Tevez ne peut rien. Le Barça remporte sa 5e Ligue des Champions, la dernière à l'heure actuelle. Mais même si le Barça d'Enrique n'aura pas le même succès en Ligue des Champions l'année suivante, en 2015-2016, le Real a beau être sur le toit de l'Europe, la MSN et le Barça restent les maîtres incontestés en Espagne, en signant de nouveau le doublé Coupe Championnat. Mais l'ultime saison de Luis sur le banc sera bien plus décevante. Une seule Coupe d'Espagne remportée et une défaite inadmissible 4-0 au Parc des Princes en 8e de finale aller de Ligue des Champions, et malgré la remontada au match retour, la Juve ne fera qu'une bouchée d'un Barça vacillant en quart de finale. Luis Enrique s'en va, remplacé par le Basque Ernesto Valverde, qui lance parfaitement son règne en Liga avec 2 titres consécutifs qui continuent de montrer la supériorité des Catalans sur leurs rivaux madrilènes, du moins sur le plan national. Car un an après avoir été écrasés à Turin contre la Juve, les Blaugrana retrouvent un club italien en quart de finale de l'édition 2018 de la C1. Au match aller, au Camp Nou, une tranquille victoire 4-1 les met sur les bons rails, mais au retour, la Roma réalise un grand exploit, mais qui montre encore une certaine fragilité des Barcelonais qui ne va pas du tout s'arranger l'année suivante. Le 1er mai 2019, Lionel Messi inscrit ce chef-d'œuvre contre Liverpool, le Liverpool de Jürgen Klopp qui perd donc 3-0 cette demi-finale aller, mais la troupe de Valverde va inexorablement sombrer à Anfield, au retour, dans un stade en ébullition et se faire corriger pour la 3e année consécutive, 4-0 cette fois encore. Le Barça devient alors la risée de l'Europe,
Mais à l'époque, on pouvait toujours dire qu'ils allaient au moins en demi de LDC. Mais en 2020, sous Quique Setien, l'élimination par le Bayern en quart va faire très mal. 8-2. C'est la plus large défaite pour un club en quart de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes et rebelote en 2021 avec Ronald Koeman. Une nouvelle élimination subie dans un Camp Nou vide contre le PSG de Kylian Mbappé. Un pari où signera Léo Messi, libéré du club à cause de grosses difficultés financières qui entraînent le retour du président Laporta. Après Koeman, c'est un ancien Catalan qui revient. Champion d'Europe à 4 reprises avec le Barça, évidemment Xavi, qui parvient quelque peu à redresser le club en faisant jouer plus de jeunes, comme Lamine Yamal, qui fait ses débuts le 29 avril 2023, à seulement 15 ans, et qui va très vite impressionner, et c'est ainsi que l'équipe redevient compétitive. Mais en C1, ça ne passe toujours pas. Dans un stade de Montjuïc qui remplace le Camp Nou par le Barça, à cause d'un carton rouge reçu par Araujo. Xavi montre un côté énervé qui transmet un très mauvais message. Le coach Blaugrana quitte le banc en fin de saison 2023-2024, remplacé par l'ancien technicien du Bayern, lors du 8-2, Hansi Flick, qui avait réalisé le sextuplé en 2020. Une équipe type surpuissante se dégage, avec le Polonais Robert Lewandowski en pointe, Yamal à droite, Rafinha à gauche, lequel performe ses stats admirablement, alors que Koundé est devenu l'un des tauliers de la défense, le joueur le plus utilisé devant un Szczęsny, sorti de sa retraite pour prendre la place de Ter Stegen blessé. Et dès la première saison, un peu comme sous Guardiola finalement, c'est déjà une dinguerie. Le club domine la Liga, remporte la Coupe d'Espagne après un succès étriqué et entaché d'erreurs d'arbitrage flagrantes, et semble fin prêt à se relancer dans la conquête européenne. Après avoir terminé deuxième de la phase de Ligue avec une belle victoire contre le Bayern 4-1, Benfica et Dortmund sont battus sérieusement mais facilement en huitième et en quart, mais en demi, l'Inter de Simone Inzaghi parvient à obtenir le nul à Montjuïc dans une partie mémorable. Le 6 mai 2025, à Giuseppe Meazza 2010. Mais dès la première période, les ambitions barcelonaises prennent un coup. Pourtant, en seconde période, Rafinha signe le but pour remonter le score et envoyer le Barça en finale. Mais sûrement convaincu d'avoir gagné, le Barça se relâche et à la 93e... Le centre, c'est une folie! 3 buts partout! Extraordinaire! L'Inter est revenu! Ils sont indestructibles! Et malheureusement, malgré un exceptionnel Lamine Yamal qui bute tout le match face à Jan Sommer, Frattesi offre la victoire aux Nerazzurri en prolongation. Ça n'enlèvera rien au très beau parcours du Barça dès la première saison de Flick, mais peut-être faudrait-il mieux assurer davantage la défense la saison prochaine. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui est d'ailleurs l'une des meilleures de ma chaîne, si ce n'est la meilleure, peut-être avec celle-là, j'espère qu'elle sera aussi bien. En tout cas, je vous dis allez ciao et Visca Barça.